Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des publications Agora. On se retrouve aujourd'hui avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora, notre newsletter économique et géopolitique quotidienne. Et nous accueillons pour la première fois sur notre chaîne Philippe Herlin, docteur en économie et auteur de plusieurs ouvrages, notamment Pouvoir d'achat, le grand mensonge, ou encore Bitcoin, comprendre et investir aux éditions Erol. Donc on est très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Alors on va aborder un sujet qui risque de faire beaucoup parler dans les prochaines semaines et il s'agit du projet de désendettement de la France présenté par Bruno Le Maire il y a quelques jours et dans lequel s'inscrit la réforme des retraites, entre autres, qui a donc pour objectif de réduire les dépenses publiques. Le timing de ces annonces n'est pas anodin puisqu'en effet elles arrivent à la période à laquelle les agences de notation les plus importantes vont rendre publiques les nouvelles notes qu'elles attribuent aux finances de la France, dont la dette a atteint des niveaux records. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces notes sont si importantes et que se passerait-il dans le cas où la France verrait sa note baisser considérablement? Alors, bonjour, merci pour votre invitation. Les notes sont importantes parce que à peu près la moitié de la dette publique de la France est détenue par ce qu'on appelle des non-résidents, des investisseurs qui sont en dehors de la France, en Europe, en Asie, en Amérique. Voilà. Et ces gens-là, ben, ils regardent de près la notation, quoi. Voilà. Donc c'est important pour la France de garder un double A ou triple A, ça dépend après des différentes agences, mais c'est important de garder une note correcte. Sinon, ça veut dire que le nombre d'acheteurs va se réduire et que ça va pousser les taux d'intérêt de la dette de la France à la hausse. Voilà. Alors est-ce qu'on doit redouter un scénario à la grecque? En théorie, on peut jamais rien exclure. En pratique, non. La France a déjà vu sa note dégradée de triple A à triple A moins, puis à double A plus, puis à double A. Il ne s'est rien passé. L'écart de rendement entre la notation de la France et celle de l'Allemagne, qui est considérée comme la notation optimale, avec les Néerlandais juste derrière, le spread, le différentiel de rémunération, il est stable, autour de 50 points depuis 10 ans. Il se passe rien. Et s'il y a bien une dette qui risque d'être dégradée prochainement, c'est celle des États-Unis. Or, comme on compare toujours une dette à une autre, et que c'est un gigantesque concours de laideur entre les États-Unis avec leurs 33 000 milliards de dettes, la France avec ses pauvres 3 000 milliards, donc on est à 10 fois moins, l'Allemagne qui a aussi recreusé ses dettes récemment, je pense qu'il n'y a pas effectivement de grands risques. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir une notation optimale qui rassure. Mais je pense qu'il faut surtout apprécier la situation en relatif. Et en relatif, il n'y a que l'Allemagne qui, pour l'instant, surnage, mais moins qu'il y a 2 ans. Mais je pense que pour l'instant, la dette française n'inspire pas de crainte aux créanciers. Alors le gouvernement a pour objectif de limiter la progression des dépenses de 0,6% par an et à ramener le déficit à 2,7% en 2027. Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste ou pas du tout? Non. Il faut savoir que quasiment depuis que la France est rentrée dans l'euro, elle envoie régulièrement à Bruxelles des prévisions de réduction du déficit budgétaire qui ne sont jamais remplies. Voilà, il y a toujours des bonnes excuses. Alors, il y a eu la crise 2007-2008, il y a eu la crise des dettes européennes à 2010-2011, voilà. Et là, bon, il y a eu le Covid. Donc là, on promet que d'ici 5 ans, d'ici 4 ans, on va revenir à peu près sous les 3% de déficit. À chaque fois, ces prévisions sont remises en cause parce qu'il n'y a aucune volonté politique en France de réduire les dépenses. Je rappelle et de supprimer le déficit budgétaire. Depuis 1975, nous sommes en déficit budgétaire. Il n'y a jamais eu d'année où on est passé en positif. Voilà, donc ça, c'est un cas extrêmement rare dans les pays développés parce que tous les pays, à un moment ou à un autre de leur histoire, ont fait des efforts de réduction des dépenses, hein, que ce soit l'Allemagne au moment de Schröder en 2000, qui a amélioré la compétitivité de l'économie, que ce soit la Suède, le Canada, enfin voilà, tous les pays de l'OCDE, à un moment ou à un autre, ont fait des efforts et ont obtenu des résultats. La France est quasiment le seul, avec l'Italie et la Grèce, voilà, et quelques autres, à n'avoir fait aucun effort. Donc, ça ne produira aucun résultat, on peut en être certain, quoi, voilà. Et comment on explique le fait que la France soit le mauvais élève de l'Europe?
Ah, c'est le pays d'Europe déjà où les transferts sociaux sont les plus importants. Donc après, on peut discuter philosophiquement de la pertinence d'essayer de maintenir une société plus juste. Le problème, c'est que les comptes publics, eux, ne sont pas tenus, comme dit Philippe, depuis maintenant 45 ans. Donc voilà, on va dire que le pli est pris. Il est tout à fait exact que nos objectifs de réduction des déficits ne sont jamais tenus et qu'on n'en est jamais sanctionné, naturellement. Ensuite, réduire les déficits par la maîtrise budgétaire. Je n'ai pas souvenir depuis les années 80 d'un gouvernement qui, à un moment, n'ait pas affiché cette demande. Je demande à tous les ministères de réduire leurs dépenses de 5%. C'est quelque chose, c'est le marronnier budgétaire. À chaque loi de programmation, vous avez le droit à on va rogner les dépenses, on va serrer les boulons. C'est voilà, c'est un mantra jamais suivi d'aucun effet. Mais avant de penser à réduire les dépenses des ministères, je crois qu'aujourd'hui il y a d'autres priorités qui seraient comme par exemple réduire le coût de notre facture énergétique. Je dirais pas de moitié instantanément, mais quasiment en sortant de cette machine infernale qui est le marché commun de l'énergie qui nous fait surpayer l'électricité. La France est d'ailleurs le pays qui produisait l'électricité la moins chère il y a 7-8 ans et qui aujourd'hui facture aux particuliers, aux entreprises et à l'État le coût du kilowatt le plus élevé d'Europe. C'est d'une absurdité absolue. Et le chiffrage, il est très facile. On nous annonce que le bouclier tarifaire énergétique électricité va nous coûter encore 30 milliards à l'horizon 2025. C'est facile, ça nous coûte 15 milliards par an. 15 milliards par an, ça me rappelle quelque chose, mais quoi? Ah oui, c'est ce qu'on doit économiser pour les retraites en travaillant 2 ans de plus. Là, les boucliers tarifaires, les chèques énergie, je pense que depuis 2020, on doit être à plus de 100 milliards. Donc on en est déjà à 6 fois l'économie qu'on veut réaliser ou nous faire réaliser sur le régime des retraites. J'avoue que je ne comprends pas qu'on ne voit pas l'éléphant dans le corridor et qu'on continue de courir et de chasser la petite souris qui court le long des murs. Et après la réforme des retraites, qu'est-ce qui va être mis en place par le gouvernement pour réduire les dépenses publiques? Comme il n'y a pas de volonté politique, je vois pas trop où ils peuvent gratter. Mais je suis d'accord avec Philippe. Pour moi, on peut faire des programmes de réduction de déficit. Moi-même, j'en ai fait un, Contribuables Associés m'en avait commandé un sur le budget 2018. J'avais trouvé 50 milliards d'économies à faire. Bon. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien avec les problèmes énergétiques que l'on connaît, alors qu'ils ne sont pas limités seulement au marché de l'énergie, au fait qu'on appartienne au marché de l'énergie européen qui fait qu'on paye l'électricité au prix du gaz. Bon, ça, c'est déjà une charge énorme. Moi, j'élargirais le problème au fait à ce qu'on appelle la transition énergétique, qui est une catastrophe, qui renchérit tout. Donc, ça renchérit, alors, ça nous oblige à construire des éoliennes, à faire des renouvelables qui renchérissent le coût de l'électricité. Et puis il y a tout ce qui est afférent, par exemple la fin du moteur thermique en 2035 pour les voitures, enfin pour les voitures neuves, ça va renchérir le coût, ça renchérit le coût des automobiles. La lutte contre les passoires thermiques qui est menée de tambour battant, ça conduit, on le voit déjà, à une diminution de l'offre locative. Donc ça va pousser les loyers à la hausse, ça va pousser aux pénuries. Et puis les propriétaires qui veulent pas faire les travaux vendent leur logement avec une remise parce qu'il vaut moins cher, parce que justement, il ne peut plus être loué. Donc tout ça, toute cette politique de transition énergétique génère des coûts dans l'économie qui sont délirants. Et à côté de ça, les économies qu'on pourra faire sur le budget sont marginales. Moi, j'ai déjà dit, enfin, ma position est connue, pour moi, le réchauffement climatique anthropique n'est pas prouvé scientifiquement. Voilà. Donc on poursuit un mirage, voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on poursuit ce mirage? Parce que la lutte contre le soi-disant réchauffement est un argument en or massif pour les étatistes. Ça justifie l'intervention de l'État dans tous les domaines. Ça justifie les subventions, les réglementations, les taxes partout. On est en train de recréer un gosse plan au niveau européen avec cette politique-là.
Voilà, donc c'est pour ça que ça plaît. Voilà, elle avait raison. Moi, je considère qu'il faut stopper tout ce qui relève de la transition énergétique. Et déjà, rien que ça, on ferait des économies énormes. Ensuite, il faut se poser aussi la question des sanctions énergétiques qu'on fait envers la Russie, hein, parce que notre gaz, on le paye beaucoup trop cher. Même pas au niveau de l'été dernier où il y avait une bulle spéculative, mais même encore aujourd'hui, on le paye d'autres fois plus cher qu'il y a 2 ou 3 ans. Donc, je considère qu'il faut remettre en cause ces politiques-là. Et à ce moment-là, on aura un coût de l'énergie qui redeviendra normal. Et dans le même temps, ensuite, on pourra faire des économies budgétaires. Voilà. Mais pour moi, il faut d'abord s'attaquer à cette politique folle de transition énergétique qui est en train de nous couler au niveau budgétaire et aussi au niveau qui va accélérer la désindustrialisation de l'Europe. Voilà. Et ça va être catastrophique parce que comment relever une économie s'il n'y a plus d'usines, voilà, ça va être un peu compliqué. Voilà. Donc Bruno Le Maire a déclaré qu'il fallait sortir de la politique du quoi qu'il en coûte parce que, je cite, la croissance revient et on anticipe une baisse de l'inflation d'ici l'été prochain. Avec ce que vous dites, on voit que c'est quand même un scénario qui est peu probable. La croissance revient. Où ça? Elle est où la croissance qui revient? On évoquait effectivement la réindustrialisation. La dernière annonce, c'est Plasticomium qui ouvre une usine aux États-Unis. Plasticomium n'a ouvert que des usines en Chine depuis 20 ans. Là, une nouvelle va s'ouvrir, c'est pas sur le sol européen, aux États-Unis, avec un coût du gaz 3 fois inférieur à celui que l'on a aujourd'hui. J'entends des membres du gouvernement nous dire je crois que c'est même le président qui dit le prix du gaz est revenu à ses niveaux d'avant la bulle, la grande accélération des coûts énergétiques de 2021, pas 2022, je dis bien printemps 2021. Ah ouais, mais le problème c'est qu'on consomme pas du gaz naturel. Aujourd'hui, on consomme du GNL. Et ce GNL, d'où vient-il? Alors Qatar, États-Unis, bien sûr, c'est leur grande conquête. Depuis 1 an, ils ont multiplié par 10 leurs exportations de GNL. Il vient aussi de Chine. Et là, le GNL qui nous vient de Chine, il est fait avec du gaz qui vient d'un gazoduc qui traverse la Mongolie et qui arrive en Chine. Voilà, donc indirectement, on achète du gaz russe au travers du GNL chinois. Le diesel, il est raffiné maintenant en Inde et en Arabie Saoudite, puisqu'il ne vient plus de Sibérie. Il y a encore un petit peu qui arrive, mais beaucoup moins. Donc, c'est quoi ce diesel saoudien ou indien? C'est du pétrole russe, raffiné en Inde et en Arabie, et bien sûr, il nous applique une marge de 20%, donc on le paye évidemment beaucoup plus cher. Je peux même multiplier comme ça les exemples ubuesques, où toutes les sanctions contre la Russie se sont évidemment retournées contre nous, et on s'aperçoit qu'en fait, très peu de gens les appliquent, à part nous, qui voulons nous faire bien voir des États-Unis et de l'OTAN. Je rappelle que les Japonais ont augmenté leurs importations de pétrole russe, qui vient de la presqu'île de Sakhaline. Donc les Japonais qui sont pourtant dans les pays appliquant ou censés appliquer les sanctions, manifestement ne les appliquent pas. Les Belges ont augmenté leurs importations de gaz russe, et tout ça, bien sûr, tout le monde ferme les yeux sur ces pétroliers, on va dire un petit peu anonymisés, immatriculés dans des paradis fiscaux. À partir du moment où le pétrolier n'arrive plus de Russie ou ne bat plus pavillon russe, ce pétrole, finalement, il est très très bon à consommer et à raffiner. Nous sommes dans un espèce de théâtre de guignol permanent, et ceux qui font comme s'ils ne le voyaient pas, je dirais pas qu'ils sont ridicules. On est au-delà du ridicule. C'est d'une tartufferie incroyable. Et comment est-ce qu'on pourrait reprendre le contrôle sur la situation aujourd'hui? Aujourd'hui, alors comme je disais, sortir la transition énergétique, catastrophique. Mon avis, lever les sanctions énergétiques contre la Russie pour avoir déjà une énergie bon marché retrouvée, qui sont les conditions de base de la prospérité. Ensuite, oui, il faut faire des efforts. Alors, si on prend le cas de l'Europe et de la France, il faut faire des efforts budgétaires pour diminuer les taxes et les charges qui pèsent sur les entreprises. On ne peut pas réindustrialiser avec le niveau d'impôt qu'on a aujourd'hui. La France a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays de l'OCDE. Donc, quoi qu'on fasse, il est impossible de se réindustrialiser avec ce niveau d'impôt. Donc, il faut faire des efforts de réduction de dépenses publiques. Donc ça, c'est difficile. Je ne sais pas quel gouvernement, quelle personnalité en politique en France pourrait le faire. Aucune n'affiche un tel programme.
Donc, c'est plutôt mal barré. Mais bon, voilà ce qu'il faudrait faire, quoi. Voilà. Mais il y a personne je vois personne pour le faire en France aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut envisager pour la France de se désendetter sans entrer en récession? De toute façon, on va déjà rentrer dans une récession parce que le crédit est en train de se tarir et tout le monde est endetté au maximum. Voilà, aux États-Unis, les encours sur les cartes de crédit ont passé la barre des 1000 milliards et maintenant on a un taux de défaut qui est de 3,5, donc ça veut dire que c'est game over. On a déjà une récession dans le secteur immobilier où on est déjà en pénurie de logements et on va en produire moins. Donc, on va encore s'infliger une hausse des loyers qui va encore grever le pouvoir d'achat. Enfin, je peux multiplier les exemples. Donc là, on s'en va. C'est vraiment pour moi l'éléphant dans le corridor. Le deuxième, c'est qu'on s'en va vers une récession et pour l'instant, personne ne l'anticipe, personne ne la price. Et en fait, derrière, qu'est-ce qu'on se dit? Quand on verra la croissance, la fameuse croissance qui revient, n'est-ce pas, passer à -1, -2, on remettra en route la planche à billets. Donc on recréera ex nihilo de l'argent, des unités monétaires, et on recréera à nouveau de l'inflation. Et on va, la fuite en avant dans l'inflation, je ne vois pas comment on va l'arrêter. Voilà. Et on en parlera, je pense, après dans les solutions. Mais il faut le savoir, c'est que les pays occidentaux sont dans une logique d'inflation. Philippe l'a très bien dit, la transition énergétique, c'est quelque chose de tellement dément dans l'impréparation, le manque de stratégie, que c'en est cosmique. Les Chinois, depuis 20 ans, sécurisent leurs approvisionnements en métaux industriels, terres rares, énergie. Eux, par contre, se sont préparés à une transition énergétique qu'ils font à leur rythme, en construisant des centrales nucléaires, mais ils continuent aussi de construire des centrales thermiques au charbon. Mais les Chinois, ils ont une vraie stratégie, et c'est eux qui ont aujourd'hui pratiquement tous les métaux dont nous avons besoin pour cette transition énergétique. C'est eux qui raffinent le nickel, qui raffinent le cobalt, qui raffinent le graphite. C'est eux qui fournissent à la planète entière les éléments absolument nécessaires à une transition énergétique. Et nous n'avons rien. Et quand je dis rien, c'est rien. C'est peut-être que dans 10 ans, on aura peut-être une mine de lithium en Bretagne et une autre dans le Massif central. Mais on n'a rien. On a éventuellement de quoi faire du gaz de schiste dans nos sous-sols, Oui, mais on s'interdit de le faire. Donc cette transition énergétique, c'est incroyable d'avoir choisi cette option alors qu'on n'a rien. Encore, on aurait dit on va faire plus de nucléaire. Bon, on a perdu un peu le savoir-faire en France, mais on est encore capable quand même de construire des centrales, peut-être plus petites que des EPR à 1800 mégawatts, mais on est encore capable de faire ça. Et du combustible nucléaire, on est capable de le recycler. Donc à la limite, il y aurait une pénurie dans le monde, on pourrait même être autonome. Qu'est-ce qu'on a choisi de faire? Une transition avec que du matériel qu'on n'a pas. Enfin, je trouve ça absolument fantastique. Et en plus de ça, les batteries, là pareil, les métaux de base, on les a pas. Donc on dit qu'on va construire des gigafactories de batteries. Mais c'est quoi qu'on va faire dans ces gigafactories si on n'a pas les métaux et si on n'a pas les cathodes? Alors les cathodes, une batterie sans cathode, ça n'existe pas, enfin ça ne fonctionne pas. 90%, ça vient de Chine. 90% des cathodes au monde sont fabriquées en Chine. Donc le jour où on aura une usine qui fabrique des cathodes en Europe, peut-être je pourrais prendre au sérieux, effectivement, la conversion du parc de voitures thermiques en voitures électriques. Mais jusque-là, on est totalement dépendant de la Chine. Et d'après les études, des analyses du BRGM, c'est le Bureau de recherche minière français, il faut qu'on extrait d'ici 2035 autant de métaux qu'on en a extrait depuis l'aube de l'humanité. Voilà. Donc, je rappelle que pour créer une mine, il faut au minimum entre 10 et 12 ans.
entre la prospection, le carottage, l'analyse de la teneur, voir si ça vaut le coup, déposer les permis d'exploiter, éliminer tous les recours des écologistes contre l'implantation d'une mine, puis ensuite d'une usine. Bref, on est en 2023, ça veut dire que les métaux dont on a besoin pour nos batteries, a priori, ça sortira des mines à partir de 2035. Tiens, mais qu'est-ce qu'on va faire entre 2024 et 2035? Parce que là, comment on va convertir presque 100% du parc en électrique si on n'a pas les métaux que les mines dont nous avons besoin ne seront ouvertes qu'en 2035? Enfin, tout est fou, quoi. Et comment on explique justement qu'on soit aussi peu préparé, qu'on ait des objectifs aussi précis à atteindre et pourtant aucune stratégie derrière? Ah, mais moi, pour moi, les choses sont plus graves que ça. Si c'était que de la préparation, non, c'est une forme de nihilisme, une forme de suicide. Et c'est une prise de pouvoir par les étatistes. Parce que tout ça avantage et ça fournit plein d'arguments pour ceux qui sont du côté du contrôle de l'économie. Donc les écologistes qui sont des communistes repas en verre, quoi, en gros. Hein, voilà. Et Macron, que certains encore présentent comme libéral, bon, il est en plein dans cette politique-là, qui est une politique de contrôle étatique. Bon, donc ça satisfait ces gens-là. Ces gens-là, ils s'en fichent que la croissance diminue, que les gens s'appauvrissent, comme les communistes en Union soviétique. Ce qui était important pour eux, c'était de garder le pouvoir. Et de ce côté-là, ils ont réussi pendant plus de 80 ans, 70 ans. Quoi. Bon. Donc voilà, c'est une forme de suicide. C'est une forme de suicide de l'Europe. Hein. Enfin, la situation, elle est grave à ce niveau-là. Ce n'est pas une question d'impréparation. De toute façon, l'objectif fixé d'avoir un continent net zéro en 2050 en émissions de CO2, c'est impossible. C'est inconcevable. Si, c'est possible en supprimant toutes les usines, quoi, et en important tout, mais à ce moment-là, la planche à billets ne suffira pas et on sera tous appauvris dans des conditions, des niveaux inimaginables. Donc c'est une forme de suicide, voilà. Donc comment y répondre? Quelqu'un qui veut se suicider, comment on raisonne quelqu'un qui veut se suicider? Je sais pas. Bon, et comment nous on se prépare à ça, à ce suicide justement? Il faut espérer que la réalité vienne frapper les gens et leur faire prendre conscience qu'ils se trompent, parce que quand on interroge les Français, il y en a largement plus de la moitié qui sont convaincus qu'il y a un réchauffement climatique anthropique. Bon, c'est vrai que tous les journaux télévisés, quand on regarde un JT de 20 heures, il y a plus de la moitié des reportages où on nous case le réchauffement climatique. Donc il y a un bourrage de crâne dans les médias, à l'éducation nationale. Bon, voilà, ceci dit, alors peut-être que les gens, à un moment, ils vont se rendre compte que c'est pas possible, que faire fonctionner toute la France avec des voitures électriques, c'est pas possible. Hein. C'est dans des métropoles encore un peu à la limite. Mais le simple fait de mettre des bornes de recharge le long des autoroutes pour les départs en vacances l'été, c'est impossible. Techniquement, il faudra en mettre des milliers, il faudrait construire plusieurs centrales nucléaires exprès. Déjà, rien que ça, c'est... Voilà. Et en mettre pour toute la France, pour que tous les Français dans la France périphérique, on puisse se balader en voiture électrique. Rien que ça, c'est impossible. Ça coûterait des dizaines de milliards, rien que pour installer les bornes de recharge. Quoi. Enfin, à un moment, on va arriver sur un mur, donc on peut espérer que le réel mettre une grande baffe sur les Français et qu'ils se disent non, on fait fausse route, il faut qu'on change de politique. Voilà, c'est la seul espoir que j'ai, seule possibilité. Et pour vous, Philippe, un scénario qui serait possible pour vous, ce serait lequel? Je rejoins Philippe. Si on ne sort pas des dogmes, on n'en sort pas. Le dogme est juste une imbécilité institutionnalisée qu'il est interdit de remettre en cause. Sinon, effectivement, on a affaire au Torquemada de l'écologie. Donc, on brûle en place publique tous ceux qui veulent contester justement le réchauffement anthropique. Alors moi, je ne conteste pas qu'il y a un réchauffement. Je faisais de l'alpinisme depuis le milieu des années 70. J'ai gravi des glaciers qui aujourd'hui n'existent plus. Voilà. Je skie beaucoup à Chamonix. Je mesure parfaitement la fonte des glaciers au Grand Montet. La Vallée Blanche, maintenant, il y a pratiquement 1 kilomètre qu'on fait avec les skis sur l'épaule, alors qu'avant, on s'arrêtait au pied des escaliers. Maintenant, il y a un télécabine. Mais, donc, clairement, il y a un réchauffement. Mais
il y a 15 000 ans, il n'y avait carrément plus de glaciers du tout dans les Alpes. Voilà, il y a Voilà. une variabilité. Voilà. Sur avec Et le temps, tout à fait. 20 000 ans, il y a 20 000 ans, les glaciers faisaient 3000 mètres d'épaisseur. Le lac Léman n'existait pas, le lac de Constance n'existait pas. Et il y avait tellement de glace sur l'hémisphère nord et l'hémisphère sud que le niveau des eaux était 40 mètres plus bas. La preuve d'ailleurs, c'est qu'on a découvert une grotte sous-marine ornée en Méditerranée qui était 30 mètres en dessous des niveaux actuels. Ça veut dire qu'à l'époque, c'était le bord de mer, hein, et les gens habitaient là et ils ont décoré la grotte. Le niveau des eaux était plus de 30 mètres plus bas. Vous voyez, enfin donc, il y a le climat terrestre est soumis à des variations absolument gigantesques. Alors là, on a peut-être effectivement un réchauffement qui est peut-être plus rapide, c'est probablement vrai, mais il y a une escroquerie qui consiste à prendre la température, non pas en race campagne, non pas en lisière de forêt, mais on a multiplié les prises de température dans les bulles de chaleur, zones industrialisées, zones à forte densité. Donc effectivement, si on mesure la chaleur, le réchauffement là où il fait plus chaud, c'est sûr qu'on va avoir des données, alors là, c'est vrai, incontestables, sauf que globalement, le climat ne se réchauffe peut-être pas beaucoup plus vite que lors des précédentes phases géologiques de réchauffement climatique. Et puis ce qu'on a appris à mesurer, parce qu'on a envoyé plein de satellites depuis les années 90, c'est le réchauffement causé par l'intensité de l'énergie qui arrive du Soleil. On a la nébulosité, on l'avait très très peu intégré, les modèles du GIEC, pas du tout. Enfin, il y a des tas de choses qu'on découvre aujourd'hui et qui invalide en totalité les modèles du GIEC, sauf qu'à partir de ces données qui sont aujourd'hui et de ces modèles qui sont totalement invalidés, on a construit un discours sur lequel on ne veut pas revenir. Et on ne veut pas revenir parce que, comme dit Philippe, effectivement, c'est un discours qui permet le contrôle. Donc il faut réduire les émissions. Et puis à un moment, quand réduire les émissions ne suffit pas, par les efforts qu'on a faits pour envoyer toute notre industrie en Chine, et ben quand même, en n'ayant plus d'industrie, les températures montent quand même, eh bien on en arrive à la coercition, à la taxation et à nous facturer l'air qu'on respire. Donc les calculs ont été faits. À partir de 2026, ça sera 450 € par habitant, donc 1800 € pour un ménage classique par an, 2 enfants. C'est hallucinant. Donc on nous fait respirer, on nous facture l'air qu'on respire. Demain on nous fera évidemment, on nous facturera 2 fois l'eau dont on a besoin pour se doucher, alors que l'eau, on va l'exporter vers l'Arabie Saoudite. Enfin, tout est comme ça, complètement délirant. Et pourquoi c'est délirant ? Parce que vous avez tout derrière, tout un système médiatique qui interdit de dire les choses et de penser autrement. Et effectivement, on arrive presque à ce principe de Goebbels, un mensonge répété 10 fois convainc pas forcément les gens, mais un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Et nous sommes là-dedans, et là aussi, l'impact des médias est absolument fondamental, parce que si dans les médias, la vérité ne transpire pas, il n'y a pas moyen de remettre quoi que ce soit en cause, naturellement. Et donc comment est-ce qu'on pourrait sortir de ce système de contrôle total et absolu ? Bah oui, c'est-à-dire qu'on avance vers une dictature d'un nouveau genre. Ce qui s'est passé avec le Covid, ça y ressemblait pas mal. Les confinements, bah, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, qui a été initié en Chine, qu'on a repris. Bon, voilà. Donc malheureusement, il y a des étapes de plus en plus rapprochées qui amènent à réduire nos libertés, quoi. Le fait que je puisse pas louer un logement qui est considéré comme une passoire thermique par des critères qu'on peut discuter en plus, hein. C'est une atteinte à ma liberté. Je sais bien que si je loue un appartement d'artiste avec une grande verrière, je sais que je vais avoir froid l'hiver ou que ça va me coûter cher en chauffage. Bon, mais si c'est mon choix, si le propriétaire est d'accord pour me louer et moi je suis d'accord pour louer, quel est le problème? C'est une atteinte au principe de propriété. Les DPE, le diagnostic de performance énergétique, c'est une atteinte au principe de liberté, voilà, au principe de propriété. Voilà. Et comme le dit très bien le préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, le malheur des peuples vient
du fait qu'on entrave, alors j'ai plus la citation exacte, du fait qu'on entrave les droits fondamentaux, liberté d'association, droit de propriété. Voilà. Quand on commence à toucher à ces droits-là, on crée le malheur des peuples, pour reprendre l'expression citée, c'est-à-dire qu'on crée l'appauvrissement et la restriction de liberté, d'expression, voilà, et ça se termine très mal. Voilà. Donc, les dictatures, quand on regarde l'histoire, malheureusement, la plupart des dictatures, soit elles sont écrasées militairement, soit elles s'effondrent sur elles-mêmes. Alors, la fin de l'Union soviétique, ça s'est fait sans défaite militaire et sans mort et sans guerre civile. Mais c'est plutôt rare, c'est plutôt l'exception dans l'histoire, malheureusement. C'est ce qu'on peut espérer de mieux pour l'Union européenne et les gens qui nous gouvernent, quoi. Voilà, c'est ce qu'on peut espérer de mieux, mais souvent, c'est plus tragique que ça, quoi. Et qu'est-ce que vous conseillez, Philippe, à vos lecteurs pour se protéger leur épargne et sortir un peu du système actuel? Protéger son épargne aujourd'hui, il faut bien identifier de quoi on cherche à la protéger. Je vais rebondir sur les questions de liberté. Son épargne, on conçoit ou on pense encore de façon intuitive qu'on en dispose à sa guise. Essayez aujourd'hui de retirer de l'argent d'une banque ou de le faire mouvementer d'une banque française à une banque hors de nos frontières. Vous allez voir les difficultés. On perd déjà aujourd'hui le contrôle de notre argent parce que chaque fois qu'on veut en disposer, on se retrouve entravé. Alors bien sûr, au prétexte de la lutte contre l'argent sale, contre l'argent du terrorisme. Vous imaginez, en France, on a aujourd'hui 25% de retraités. J'imagine qu'ils ont besoin effectivement d'être étroitement surveillés pour leur collaboration au terrorisme. Hein. Tout le monde en convient. On peut difficilement aujourd'hui tirer plus de 1 000 € de cash, au prétexte alors de lutter à nouveau contre l'argent sale, contre les petits travaux payés au black, etc. Bientôt, on va effectivement nous priver de la disponibilité, même de l'argent liquide. Donc on va vers effectivement la société sans cash, donc une société où l'argent numérique est totalement contrôlé. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la première chose à faire, c'est déjà de se dire, il faut absolument que je me ménage une liberté d'usage de mon argent. Ensuite, il faut se protéger de l'inflation, évidemment, parce que par tous les bouts, notre pouvoir d'achat est attaqué. Il l'est de façon structurelle depuis 25 ans, avec la jauge de l'inflation qui est fausse, totalement fausse, mensongère. C'est une falsification totale de la réalité. Il suffit de voir combien coûtent les loyers, combien coûte le financement d'un logement par l'emprunt. Il suffit de voir aujourd'hui où on en est du coût des mutuelles, de l'enseignement supérieur, etc., non public. Hein. Bref, le pouvoir d'achat des ménages est laminé depuis plus de 30 ans, avec une jauge d'inflation qui est fausse, mais à laquelle on a adossé tous les minima sociaux, les salaires des fonctionnaires, etc. Donc, on indexe les revenus sur un indice d'inflation qui est totalement fallacieux. Donc, comment on peut se battre contre ça ? Il suffit de regarder aujourd'hui qu'est-ce qui a permis de battre l'inflation sur les 20 dernières années, l'immobilier et les valeurs mobilières, actions, ETF, etc. Donc il faut placer son argent effectivement dans quelque chose qui, historiquement, peut battre l'inflation. Aujourd'hui, je suis parfaitement conscient que si vous achetez du CAC 40 à 7005 ou du S&P à 4150 ou du Nasdaq à 12 000, vous êtes là sur des niveaux de valorisation qui sont le double de 2006-2007, avant la précédente grande crise financière. Donc aujourd'hui,
est-ce que les actions sont un moyen de battre l'inflation à moyen long terme? J'ai peur que non. Donc, qu'est-ce qui reste effectivement pour se protéger? Il reste malgré tout, je pense, l'immobilier, malheureusement devenu inaccessible à 80 ou 90% de la population. Et après ça, qu'est-ce qui reste? Il va rester des choses comme l'or, voire peut-être certains crypto-actifs qui seraient des composites de différentes monnaies pour ne pas être exposés à la perte de pouvoir d'achat d'une monnaie en particulier. Voilà. Et je pense que quand on parle d'inflation, il faut aussi rappeler que l'inflation, c'est la perte de pouvoir d'achat de l'unité dans laquelle on paye. Parce que vous pouvez très très bien augmenter les salaires de 10% si votre monnaie perd 20%, ce qui est exactement ce qui est arrivé à l'euro en 2022 par rapport au dollar. À un moment, on était à moins 20 en l'espace d'un an. Vous pouvez toujours augmenter les salaires de 10%, ça ne change rien. Vous perdez complètement le contrôle parce que le prix des carburants, le prix de l'énergie a explosé, parce que le prix des denrées agroalimentaires, il y en a beaucoup qui sont importées maintenant, on n'est plus du tout autosuffisant en France. Bref, tout ça, aujourd'hui, il faut choisir la bonne monnaie, celle qui ne se déprécie pas globalement à l'échelle globale, et ensuite, effectivement, un actif qui historiquement résiste à l'inflation. Vous avez parlé compliqué. Vous avez parlé des crypto-monnaies il y a quelques instants. C'est quelque chose que vous recommandez Oui. Alors moi, pour répondre à votre question, mais même pour élargir un peu, comme on est face à un système qui devient de plus en plus contraignant, comme on fait face à une étatisation progressive qui restreint nos libertés, il faut, dans la mesure du possible, dans tous les domaines, se mettre en dehors du système. Par exemple, il faut apprendre à réfléchir par soi-même. Donc, aller sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, qui est devenu libre depuis qu'Elon Musk l'a racheté. Sur YouTube, il y a des chaînes comme celle-ci où on peut parler librement. Hein, donc, il faut arrêter la télé, éteindre la télé, puis peut-être aller plus sur YouTube ou d'autres moyens de diffusion. Voilà. Il faut s'interroger sur les moyens de s'informer. Ouais. Sur l'épargne ou sur les revenus, par exemple, moi, une chose que je conseille, parce qu'avant même de parler d'épargne, il faut aussi parler des revenus, même si vous avez un travail, créer un statut d'auto-entrepreneur, ça ne coûte rien. Et à l'occasion, vous pouvez facturer facilement si vous faites des trucs en plus, même si vous êtes retraité ou devenir auto-entrepreneur. Voilà, ça fait partie d'une liberté, une facilité qui existe. Il faut s'en saisir. Ça peut être une façon d'améliorer ses revenus comme ça facilement. Ensuite, pour l'épargne proprement dite, comme on est face à de l'inflation, c'est-à-dire l'inflation, c'est quoi? C'est la monnaie qui se dévalue par rapport au bien. C'est la monnaie qui perd de la valeur. Donc, il faut en sortir. Et puis, il y a le secteur bancaire qui va mal. On le voit aux États-Unis avec les faillites qu'il y a eu d'SVB. Ça commence en Europe. Avant même la faillite d'SVB, il y a eu une assurance vie italienne qui s'appelle Eurovita, qui est en faillite. Alors, elle n'a pas fermé boutique, mais je dis, les gens, il y a 300 000 clients qui ont à peu près 15 milliards de fonds. Ils ne peuvent pas les retirer. Alors, jusqu'en juin, il n'y a pas un trou énormissime, donc on peut penser que ça va se régler. Voilà. Mais il y a pas mal d'assurances vie de banques qui sont en difficulté aussi en Europe, même si ça n'apparaît pas aussi brutalement qu'aux États-Unis. Donc, il faut aussi sortir des banques. Une façon de sortir de l'euro et de sortir des banques, c'est d'acheter du Bitcoin, voilà, et de l'or. Voilà. Là, vous êtes en sécurité. De l'or physique. Hein, voilà. Bon, maintenant, on peut pas. Il faut de toute façon garder un compte en euros parce qu'on fonctionne en euros. Mais moi, je dis, depuis longtemps, mettez une partie de votre épargne en or et en Bitcoin. Sachant que, surtout pour le Bitcoin, comme c'est très volatile, c'est un placement à 3-4 ans minimum. Donc, c'est de l'argent dont vous êtes certain de ne pas avoir besoin sur les 4 ans qui viennent. Parce que, voilà, c'est très l'or, c'est moins volatile. Donc mais le Bitcoin, c'est vraiment du long terme. Ça, c'est une façon de se protéger sur le long terme. Après, il y a d'autres cryptos, mais il faut aussi passer du temps pour étudier. Ensuite, les autres actifs. Alors, l'immobilier, je suis moins convaincu parce que les propriétaires, c'est ceux sur qui on va taper quand il faudra trouver plus d'impôts. Hein. Déjà, ils payent la taxe foncière, elle risque d'augmenter. Il y a toutes les normes lutte contre passeurs thermiques qui vont être très compliquées, très coûteuses à mettre en place. Donc, investir dans l'immobilier aujourd'hui. Et comme les taux remontent, le nombre d'emprunteurs diminue, donc les prix vont avoir tendance à... Ils baissent déjà un peu à Paris et dans les métropoles.
Donc c'est un peu compliqué d'investir aujourd'hui. Les actions, comme vous le disiez, elles sont déjà très hautes aujourd'hui, donc rentrer aujourd'hui sur les actions, c'est quand même un peu risqué. Mais disons que quand on possède une action, quand on possède une part du capital, c'est aussi une façon de sortir du circuit bancaire, d'avoir un actif réel. Voilà. Il y a aussi des marchés comme le marché de l'art, le marché des voitures de collection, qui marchent bien, mais ça, il faut connaître, il faut vraiment être un spécialiste. Voilà. Mais ce sont des marchés qui se portent bien parce que ce sont des actifs réels. Les actifs réels, ça résiste à l'inflation parce que les tableaux de Picasso, on n'en fabrique plus. Une Ferrari collection, voilà, il n'y en aura pas de nouvelles. Donc, il n'y a pas de planche à billets dans ce domaine-là. Alors que l'euro et le dollar ont continué la planche à billets, quoi. Donc, les actifs réels, en général, c'est une façon de se protéger. Dans l'immobilier, de toute façon, un bien de qualité, même dans un marché qui baisse, un bien de qualité, c'est toujours un bon actif et ça va toujours garder de la valeur. Mais là encore, il faut connaître, chaque bien immobilier est unique, de la même façon que chaque œuvre d'art est unique. Alors que l'avantage de l'or et du Bitcoin, c'est qu'une fois qu'on a compris, comme c'est un bien homogène, c'est bon, on peut en racheter, on n'a pas besoin de se poser des questions. Une fois qu'on a bien compris le fonctionnement, la logique, on peut décider d'en racheter. Je dirais que c'est plus facile de comprendre ce que c'est que l'or et ce que c'est que le Bitcoin que d'aller sur le marché de l'art ou même l'immobilier. Il faut connaître l'immobilier. Donc vous êtes tous les deux d'accord pour dire qu'il y a deux actifs sur lesquels il faut se positionner aujourd'hui, l'or et les crypto-monnaies. Alors, pour moi, dans les cryptos, je parle des crypto-monnaies plutôt, l'investissement principal, c'est le Bitcoin parce qu'il a quand même un historique par rapport à tous les autres. Ensuite, on peut aussi investir sur l'Ether, qui est le numéro 1 pour tous les smart contracts et les services blockchain. Après, c'est plus compliqué, il y a plein de cryptos, voilà, mais il y a aussi des cryptos, il y a aussi ce qu'on appelle les stablecoins qui peuvent permettre d'avoir moins de volatilité. Donc, il y a les stablecoins sur le dollar ou d'autres monnaies, il y a les stablecoins sur l'or, il y en a 2 importants qui existent. Et il devrait y avoir d'autres stablecoins qui vont apparaître, peut-être sur les matières premières. Il existe aussi des stablecoins sur l'immobilier, avec une société américaine, Realty, qui fait ça. Donc, c'est une façon d'avoir un investissement qui est plus stable et moins volatile que le Bitcoin. Voilà. Mais il y a toute une panoplie de crypto-monnaies qui permettent de gérer son risque. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait la différence entre une crypto-monnaie fiable et une autre qui est du coup une arnaque finalement? Alors ça, il faut y passer un peu de temps et il faut juger l'historique, c'est-à-dire celles qui font des promesses, il vaut mieux attendre qu'elles les concrétisent, hein, et puis ceux qui sont là depuis plusieurs années, à ce moment-là, on peut commencer à leur faire confiance. Voilà. D'accord. Philippe, vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet peut-être? Oui, en ce qui concerne les stablecoins, il suffit effectivement de vérifier que la contrepartie, dans la devise auquel est adossé le stablecoin, cette contrepartie, c'est du 100%. Donc, c'est ce qu'on appelle une preuve de convertibilité ou de crédibilité. Donc ça, c'est important. Alors, pourquoi se constituer un portefeuille de diverses stablecoins, sachant qu'elles sont étant adossées, il y a quand même un petit risque que, si c'est un stablecoin dollar, ce qui est aujourd'hui 90%, je pense, du marché, mais stablecoin euro, stablecoin franc suisse, il y a le risque lié à la devise, mais l'avantage, c'est que si on a des devises sous forme de stablecoin, on maîtrise parfaitement, on peut arbitrer de l'un à l'autre, alors qu'aujourd'hui, sur le marché d'échange, du jour au lendemain, avec une monnaie numérique, les banquiers centraux pourront nous dire « c'est terminé, vous ne pouvez plus convertir en dollars, vous ne pouvez plus convertir en francs suisses, en monnaie norvégienne ». Bon, alors la Banque centrale norvégienne sabote sa devise, c'est un fait, mais peut-être que demain, ça peut se retourner. Bref, quand on a des stablecoins, il n'y a personne qui peut contrôler la façon dont vous les arbitrez. Et si on parle du stablecoin or, là, je pense qu'il faut avoir les deux. L'or physique, quelque part, peut-être dans une zone franche, hors zone euro, naturellement. Et donc là aussi, on dispose et on a la maîtrise complète de ce stock d'or que l'on possède à distance. Et au travers d'un stablecoin, il y a cette facilité aussi d'accès
Et avec l'avantage, c'est que si vous vous retrouvez demain en Australie ou au sud de la Terre de Feu, partout, vous pouvez faire une transaction en or avec ce stablecoin adossé. Donc, les altcoins, c'est effectivement retrouver ou se garantir la liberté de disposer de ces actifs comme bon nous semble. Et je suis quand même partisan de détenir aussi de l'or physique, parce que l'or physique, on ne l'imprime pas. Donc là, on est sur quelque chose dont la valeur est certaine et reconnu également universellement, quel que soit le pays où l'on va. Un Krugerrand, c'est toujours un Krugerrand, un Napoléon, une pièce de $20, la valeur est reconnue absolument dans les 200 pays qui aujourd'hui participent au marché d'échange. Voilà, donc je pense que c'est les deux axes sur lesquels il faut aujourd'hui se pencher sérieusement. Écoutez, merci beaucoup Philippe Erlin d'avoir été notre invité. On était ravis de vous avoir sur cette chaîne. J'invite nos lecteurs à lire le rapport que vous avez rédigé avec Philippe Béchade sur les actifs à détenir en temps de crise. Donc pour le lire, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo. Merci encore une fois à tous les deux et j'espère à très bientôt. Merci.